prendre 45 petites minutes pour le présenter et en parler avec vous en profitant de vos questions pour rendre cet échange plus vivant. Donc notre présentation va être assez succincte et simple. Nous allons dire quelques mots de ce qu'est France Stratégie, des raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur ce rapport, et nous allons présenter les principaux piliers de ce rapport. Et donc, avec Daniel à deux voix, nous allons enchaîner ces échanges. Après lesquels nous pourrons échanger sur la base des questions que vous aurez à nous poser, que vous pouvez commencer à écrire dès le moment de notre présentation elle-même, puisque Flavio, qui est avec nous, même si vous ne le voyez pas, enregistre l'ensemble de ces questions et les organisera pour qu'on puisse échanger dessus dès que le premier exposé sera terminé. Donc, on va commencer par vous rappeler rapidement ce qu'est France Stratégie. Qu'est-ce que France Stratégie ? Donc, France Stratégie est donc le commissariat général chargé de la prospective et de la stratégie, qui est placé auprès du Premier ministre, qui est l'héritier du commissariat général au plan. Nous existons depuis 4 ans et nos principales missions, vous les avez sous les yeux, sont des missions d'évaluation, de prospective, de débat et de concertation, et nous avons évidemment l'objectif de faire émerger des propositions de mesures adressées au pouvoir public. Pourquoi ce rapport? Alors, compte tenu de nos missions et compte tenu des événements qui ont été ceux de janvier 2015, nous nous sommes posé la question de savoir quelle pouvait être la contribution utile de France Stratégie après les événements de Charlie, après les événements le rassemblement du 11 janvier, et les questions que ces événements ont posées dans le champ des sciences sociales et du débat public. Et nous faisions avec d'autant plus d'intérêt, je crois que nous avons fait voyager les slides, que France Stratégie avait publié quelques mois plus tôt un rapport qui s'intitulait « Quelle France dans 10 ans ?» et qui n'avait pas mis le focus sur les questions de cohésion sociale et de division, de fracture dans la société. Donc, dans le prolongement de ces réflexions prospectives sur les devenirs de la France, il était intéressant de se poser des questions sur la cohésion sociale à la lumière de ces événements. Donc nous avons fait ce que nous faisons souvent à France Stratégie, c'est d'abord un temps de réflexion, un séminaire avec des représentants de différentes disciplines académiques, des économistes, des juristes, des historiens, des sociologues, se posant des questions sur chacune des fractures qui traversent la société française, avec la volonté de confronter leur contribution académique, souvent leurs études, leurs livres, leurs thèses, avec des acteurs de la société civile qui ont également participé à ce séminaire. Et donc ce séminaire s'est déroulé pendant plusieurs mois en 2015. On a organisé 12 séances sur 12 fractures de la société française. Et ensuite, nous avons mené un travail à France Stratégie pour confronter les apports académiques et les réactions des acteurs, et avoir un regard particulier sur la confrontation entre les chiffres de la statistique publique, les chiffres de la démographie, et les perceptions, c'est-à-dire les chiffres des sentiments et des ressentiments de la société française. Donc, au cours de ce séminaire, et après ce séminaire, on a engagé des travaux d'approfondissement qui repartaient en partie de ce qui avait été travaillé dans le cadre du rapport Quelle France dans 10 ans. Dans le cadre du rapport Quelle France dans 10 ans, France Stratégie avait demandé aux Français, dans un panel de Français sondés, quel était leur rapport à l'avenir. Le rapport à l'avenir qui les concernait eux-mêmes et le rapport à l'avenir du pays. Ça, c'était en 2013. Et donc, ce qui apparaissait très nettement, c'était le sort de pessimisme qui s'exprimait, ou en tout cas un rapport inquiet vis-à-vis de l'avenir. Vous voyez sur la slide qui est affichée sur le rapport à l'avenir, il n'a pas beaucoup changé, hein, malgré les attentats et d'autres phénomènes entre 2013 et 2015. Quand vous pensez à la situation de la France dans 10 ans, c'est-à-dire à un niveau collectif, le pessimisme domine à un rapport de 2 tiers, 1 tiers. Un tiers d'optimisme et 2 tiers de pessimisme. Quand il s'agit de la situation individuelle de chacun, on voit que là l'optimisme est beaucoup plus important et qu'il obtient la majorité absolue des réponses sont optimistes. Alors l'écart entre l'optimisme à l'égard de l'individu et le pessimisme à l'égard de la société est une constante qui traverse l'ensemble des sociétés occidentales, mais qui est particulièrement marquée en France, avec un taux de pessimisme exprimé particulièrement élevé.
Quand on leur demande toujours sur l'avenir, non pas simplement comment ils s'y rapportent de façon générale, mais sur la façon dont la société française va vivre, sur le type de cohésion sociale qu'on aura ou qu'on n'aura pas, voilà les réponses que nous avions en 2013 et que nous avons en 2015. Une société des unis. La question était une question à double entrée. Est-ce que vous pensez que les Français, dans 10 ans, que les différents groupes qui composent la France dans 10 ans vivront ensemble ou séparés, en bonne entente ou avec des tensions? Et on voit que la réponse, disons, idéale, ensemble, en bonne entente, est extrêmement minoritaire, avec seulement 17% des réponses en 2013 et 13% des réponses en 2015. Ils anticipent donc principalement des tensions et de la séparation, qu'on a synthétisé sous la forme du graphique suivant, où la majorité pense que, certes, les Français continueront à vivre ensemble, mais l'écrasante majorité, les 3/4, pensent que nous vivrons ensemble nous vivrons en tension et pas en bonne entente. Voilà un peu pour l'anticipation qui était l'un des cadres dans lequel nous nous sommes situés pour préparer ce rapport. Donc ce rapport que vous pouvez naturellement retrouver sur le site de France Stratégie commence par un recensement de 6 lignes de failles, de 6 fractures qui traversent la société française et pour lesquelles nous avons cherché à chaque fois à recenser des données statistiques les plus objectives possibles et des données qui traduisent les sentiments et les ressentiments, les perceptions exprimées par la population française. Donc ces 6 fractures sont d'une part celle qui oppose riches et pauvres, celle qui oppose un sentiment d'ascension sociale ou une réalité d'ascension sociale à un sentiment de déclassement, une réalité de déclassement, celle qui oppose l'emploi et le chômage, bien sûr, la fracture générationnelle, la fracture territoriale et enfin la fracture liée aux origines. Nous allons rapidement les brosser avec vous. Donc la première est celle qui est liée à la richesse et à la pauvreté, bien sûr, avec ces chiffres qui sont assez parlants. Les Français sont ceux qui perçoivent le plus de tensions entre les riches et les pauvres lorsqu'on les compare avec leurs voisins européens. Les Français sont aussi ceux qui ont la plus grosse crainte de tomber dans la pauvreté au cours de leur vie, alors même que, on le sait, en termes de revenus, de pauvreté monétaire en revenus, la France est l'un des pays les moins inégalitaires puisqu'elle présente un des plus bas taux de pauvreté comparativement à ses voisins européens. Même si l'on sait que la pauvreté monétaire a augmenté depuis après 2008, qu'il y a une augmentation des situations de surendettement en France, qu'il y a aussi une augmentation des inégalités de patrimoine. Donc ces chiffres doivent être relativisés compte tenu des autres façons de mesurer la pauvreté. Mais comparativement à nos voisins, les Français sont plus inquiets et pourtant mieux placés que nos voisins. Lorsque nous sommes penchés sur des travaux qui datent un peu mais qui sont très très explicites sur la façon dont les Français perçoivent la répartition de la richesse dans leur pays, vous avez ici 2 représentations. Donc la représentation qui est issue d'enquêtes de perception et de sondage. Les Français ont le sentiment que leur société a une représentation pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a un gros socle de Français qui ont de bas revenus et un tout petit sommet, alors même que lorsqu'on distribue les revenus sur une échelle sur la base des mesures statistiques de répartition des revenus, vous voyez une répartition en tout petit. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la différence entre ces 2 éléments, c'est-à-dire que les Français ont une perception de la répartition des revenus dans leur société qui est plus défavorable, plus inégalitaire qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est également la comparaison avec d'autres pays. Et pour donner un exemple simplement, les États-Unis ont l'inverse en termes de résultats, c'est-à-dire que le sentiment, la perception de la répartition des revenus par les Américains est beaucoup plus égalitaire qu'elle ne l'est lorsque l'on se fonde sur la statistique publique. Très rapidement sur la question du déclassement qui fait l'objet de beaucoup de travaux et de publications, on évoque souvent une crainte très massive d'un déclassement qui toucherait l'ensemble de la population française, notamment les catégories moyennes. On voit qu'il y a une sous-estimation fréquente. Alors il y a un petit problème sur mon écran que je vais corriger tout de suite. Voilà, pardonnez-nous, ce sont les aléas du direct comme on dit. Donc il y a une sous-estimation fréquente de la position sociale par les Français, hein, c'est ce qu'on voit avec les tout petits chiffres que nous avons là,
3/4 des Français se positionnent dans les classes moyennes inférieures, populaires ou défavorisées, alors que 2/3 appartiennent à la classe moyenne, si on regarde les statistiques, considérées comme l'intervalle entre 2/3 du revenu médian et 2 fois le revenu médian. Et ce que l'on constate quand on observe les trajectoires, c'est qu'il y a encore un nombre beaucoup plus important de trajectoires ascendantes que de trajectoires descendantes, mais il y a une mobilité globalement plus importante qu'avant qui fait apparaître un plus grand nombre de trajectoires descendantes qui suscitent cette crainte du déclassement qui n'est pas telle quelle, qui ne ressort pas telle quelle dans les statistiques d'analyse des trajectoires. Autre ligne de faille qui traverse la société française, celle qui oppose l'emploi et le chômage, avec un graphique qui exprime bien les tendances dans le temps, c'est-à-dire que les générations qui sont nées entre 1970 et 1980, comme vous le voyez, ont connu pour une grande part d'entre elles des épisodes de chômage de courte durée ou de longue durée, alors même que les générations qui les précédaient ont beaucoup moins connu le chômage. Donc ça, c'est une grosse... La principale différence dans le temps long, c'est la part des Français qui, effectivement, au cours de sa vie, connaît réellement le chômage. Naturellement, on le détaille dans le rapport, le chômage pèse très différemment sur les Français selon leur âge. Les jeunes sont beaucoup plus touchés. Selon leur niveau de diplôme, les cadres sont beaucoup moins touchés du risque de chômage ou du risque de perdre leur emploi que les ouvriers, par exemple. Ce qui est vrai, c'est que en cohérence avec cette situation objective, le sentiment des Français à l'égard du chômage est très sombre. 40% des Français estiment qu'il y a un risque pour eux ou pour leurs proches de chômage dans les mois à venir. Donc une perception assez sombre à la fois du risque individuel et de la situation collective à l'égard du chômage. Là encore, fracture générationnelle, c'est quelque chose dont on parle très fréquemment, avec le sentiment dominant que, pour beaucoup de gens, la génération qui vient vivra moins bien que celle d'aujourd'hui. C'est ce que l'on voit ici, 70% des Français jugent que la situation des moins de 30 ans est plus difficile que celle des générations précédentes. C'est donc une perception. Cette perception, elle existe aussi chez les jeunes eux-mêmes, qui sont 70% à considérer que la société française ne leur permet pas aujourd'hui de montrer véritablement ce dont ils sont capables. Et donc on rend compte de la multiplicité des obstacles que les jeunes connaissent aujourd'hui pour s'insérer dans la vie non seulement professionnelle, mais aussi active, sociale au sens le plus large. France Stratégie vient de remettre avec la DARES un rapport aujourd'hui à la ministre du Travail sur ce sujet, sur les difficultés de l'insertion professionnelle des jeunes, un rapport concerté avec les partenaires sociaux et les organisations de jeunesse, que nous invitons évidemment à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr. Et donc, ces difficultés que connaissent les jeunes, elles se traduisent aussi dans la façon dont les jeunes voient aujourd'hui leur avenir. On voit encore une fois, si vous regardez le tableau qui est sur votre écran, l'écart qu'il y a entre la perception de son propre avenir et celle de la société. Bon, la France est dernière sur toutes les catégories, que ce soit pour soi-même ou pour la société dans son ensemble, sauf peut-être certains d'avoir un bon travail et les Italiens font comme nous, pas mieux en tout cas. Et donc on voit à nouveau cet écart très net entre un optimisme moins important encore pour l'avenir de la société que pour son avenir à soi, mais on voit en tout cas un tableau qui est très sombre dans la façon dont les jeunes le regardent, et notamment quand ils s'intéressent à l'avenir de la société dans son ensemble. Effectivement, comme toutes les perceptions que nous avons analysées, nous avons mis en regard de données statistiques, ici qui portent sur la réalité du niveau de vie d'une catégorie de jeunes qui sont les 18-24 ans comparé à celui d'une catégorie d'autres personnes qui sont celles de plus de 65 ans. On voit que la France est le seul des pays avec lesquels nous le comparons ici, pour lequel systématiquement, aussi bien en 2005 qu'en 2014, les jeunes ont un niveau de vie inférieur à celui des âgés, et on voit notamment que cette disparité s'aggrave avec le temps, ce qui n'est pas le cas que de la France, pour le coup ça en voit très nettement aussi en Espagne et en Italie, mais on voit aujourd'hui que le niveau n'est que des 3/4 du niveau de vie des plus âgés, ce qui conforte ce sentiment selon lequel, pour les jeunes, le départ dans la vie est plus difficile qu'il l'était pour les générations précédentes. En tout cas, cet écart demeure sensible. N'hésitez pas à poser des questions, si on va un peu vite ou si vous avez des interrogations, à les poser dès maintenant sur l'interface.
et comme ça on pourra les récupérer à la fin de notre présentation. Merci. Alors, une autre fracture, c'est la fracture territoriale qui a nourri beaucoup de littérature scientifique. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que effectivement les habitants des quartiers, des territoires les plus isolés, les territoires plus éloignés des grandes agglomérations, ont un sentiment d'abandon, un sentiment qui se traduit par ce chiffre. 60% de ces habitants pensent qu'ils ne profiteront pas de la croissance des grandes villes. Or, nous savons que les métropoles concentrent l'essentiel de la croissance et de la production de richesses. La moitié des richesses en France est concentrée dans les 15 principales métropoles. Pour autant, lorsque on confronte cela à une comparaison internationale, alors ce sont des chiffres qui sont assez abstraits mais qui mesurent les inégalités territoriales, les écarts types à l'échelle de la région. Donc c'est forcément, tout ça peut être forcément discuté compte tenu des échelles mesurées, mais ce que nous disent ces statistiques, c'est que la France est un pays dans lequel les inégalités régionales sont plutôt faibles comparées à ses voisins européens. Donc, contrairement, en tout cas, sans traduire directement ce ressenti qui est le ressenti de territoires isolés qui sont dans l'abandon ou en perte de vitesse ou qui sont plus faibles comparés aux principales métropoles, quand on regarde les inégalités régionales à l'échelle du territoire, on constate que la France n'est pas moins bien lotie que ses voisins européens. Vous avez par ailleurs une carte qui démontre que l'emploi est évidemment plus dynamique dans les métropoles, dans le rapport que vous pouvez retrouver sur le site de France Stratégie. J'ajoute que lorsqu'on parle de fracture territoriale, on ne pense pas que aux différences entre régions, grandes métropoles et petites villes, on pense aussi évidemment aux quartiers, donc quartiers de la politique de la ville, qui concentrent toujours les difficultés, qui concentrent aujourd'hui un plus fort taux de chômage, une plus forte présence de familles monoparentales, une plus forte présence des jeunes et des étrangers qui sont eux-mêmes plus exposés au chômage ou à la pauvreté. Ça représente 7% de la population, mais cet écart s'est aggravé récemment. Donc le sentiment d'être délaissé, d'être abandonné dans les quartiers est un sentiment qui s'accroît et qui répond aussi à une réalité constatée qui s'aggrave. Je peux répondre tout de suite, oui, les quartiers, c'est bien la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Oui. Comme c'est une question qui tient sur le direct. Dernière des lignes de faille que nous avons investiguées, ce n'est pas la plus facile à évoquer parce qu'elle est un peu comme celle des territoires à objets multiples, à face multiple. Il y a la question donc des rapports entre les Français de différentes origines, nés en France, de parents français, issus de l'immigration, issus des DOM, immigrés eux-mêmes, un ensemble de catégories qui peuvent susciter des phénomènes d'identification, de rejet auxquels on peut assister dans la société française et qui méritaient d'être interrogés, notamment à la suite des événements un peu traumatiques du début de l'année 2015. Donc, les choses qui nous ont frappés, c'est la comparaison entre cette perception selon laquelle 72% des Français considèrent que l'intégration fonctionne mal, sans qu'on sache exactement, derrière ce chiffre, il y a un reproche à l'égard de la société française qui effectuerait mal le travail d'intégration des personnes issues de l'immigration, ou si c'est un reproche à l'égard de ces personnes-là. Et de l'autre côté, ce chiffre tout à fait positif de 89% des descendants de 2 parents immigrés qui disent se sentir français, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de question d'identification et d'appartenance et de participation à la communauté nationale de leur côté. Si on continue un peu à regarder cette question-là dans le temps, on voit qu'une question qui est fréquemment posée dans les enquêtes d'opinion françaises, c'est-à-dire pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France, une phrase qu'on entend régulièrement, eh bien on voit une croissance extrêmement rapide malgré tout, puisqu'on passe de environ 1 sur 2 à presque 2 sur 3, plus que 2 sur 3 Français qui répondent oui à cette question entre 2009 et 2015. Alors 2017 ça reste comme 2016, décembre 2016 reste comme janvier 2016, avec un niveau très élevé, c'est-à-dire avec un fort rejet de la part de la population française de la présence de, alors là ici immigrés, mais sans doute les personnes à qui on pose cette question évoquent-ils beaucoup d'autres personnes issues de l'immigration d'une première ou deuxième génération. Donc là la question par des Français dont les 2 parents sont immigrés, c'est ce qu'on appelle la seconde génération, en tout cas une partie de la seconde génération,
puisque la seconde génération, ce sont ceux qui sont enfants de deux migrants ou d'un migrant. Hein. Vous avez ce graphique dans le rapport, vous pouvez le retrouver. On voit que la France, en effet, est le pays d'Europe qui a page 64, pardon. La France n'est pas le pays d'Europe forcément où il y a le plus d'immigrés de la première génération, c'est-à-dire qui arrivent dans le pays, mais où la seconde génération est la plus importante, chacune représentant environ 14%, un 13 ou 14% d'une génération. Et donc, l'idée est que la réaction, quand on regarde ce graphique sur la réponse à la question y a-t-il fraude d'immigrés en France, on voit que la réponse à cette question n'est pas en fonction directe du nombre d'immigrés qui sont présents ou qui arrivent sur le territoire, mais réagit à d'autres paramètres qui tiennent au climat de la société française, à la conjoncture économique et à un certain nombre d'autres questions qui tiennent au cadrage des débats démocratiques sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir un peu plus tard. On a posé des questions à la suite de ces interrogations. Alors effectivement, on les a posées à la population française et on vous propose, vous, de commencer par y répondre. Donc vous devez avoir dans votre interface un sondage qui est apparu, auquel nous invitons à répondre, et on comparera ces résultats, surtout à ceux qui ont été mesurés en France par l'IFOP. Ce que nous avons voulu poser comme question, c'est d'abord, parmi les différents groupes, alors nous en avons retenu 5, quels sont ceux auxquels vous vous identifiez les plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui apporte en termes de définition le plus à chacun des interrogés. Donc nous avons eu les résultats il y a maintenant un an, que nous vous donnerons après que chacun d'entre vous aura répondu. Ce sera une façon de comparer. Ça marche pas mal, hein, pour l'instant. On est assez proche. Ah, tout à fait. Non, on n'est pas encore on est proche d'un côté, mais pas de l'autre. Je ne sais pas combien de temps vous l'avez. Il faut arrêter parce qu'on pourra avoir la question suivante après. Hein, il va falloir. Donc on coupe le sondage, on observe les résultats qui s'affichent sur notre écran. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez très concrètement. Bon, on peut les lire. Là, c'est figé. Ça va arriver. On vous laisse juste le temps. Les deux scores les plus bas sont les mêmes que ceux des Français. C'est assez cohérent. Alors, on a perdu les réponses. Non, c'est pas du tout. C'est prioritairement. Non, c'est parce que non, il n'y a pas du tout de problème avec la question. C'est à quel groupe vous vous identifiez prioritairement. Ça ne suppose pas du tout, on s'identifie tous à plusieurs groupes, je crois qu'on peut le dire sans hésiter. Et on avait laissé dans le sondage, pour être très précis, j'ai l'impression qu'on a relancé le sondage, non? Il y a erreur, on enchaîne. C'est pas grave. On a proposé dans le sondage en première et en deuxième réponse. C'était une façon de prioriser en quelque sorte entre ces différentes catégories, celles dans lesquelles les Français se reconnaissaient davantage. On va poser la deuxième. Du coup, le sondage est reparti. Donc, ça c'était la première question sur laquelle on regardera les résultats après. Hein, voilà. La deuxième question qu'on a posée, c'était entre ces groupes, alors on reprend à peu près les mêmes classifications, on leur demande entre quel type de groupe pensez-vous que les tensions seront les plus fortes à l'avenir? Et on va vous poser les mêmes questions. C'est-à-dire, on a commencé en posant la question quels sont ceux qui comptent le plus pour vous identifier, et ensuite quels sont ceux pour lesquels il y a à craindre des fractures, des tensions dans notre société. C'est donc la liste des réponses possibles, hein, vous les avez qui s'affichent, entre les différentes générations, entre les différentes catégories socio-économiques, entre les différentes parties ou tendances politiques, entre les différents territoires et entre les différentes appartenances religieuses. Où est-ce que vous identifiez les conflits à venir? Et ça fonctionne aussi assez bien. Vous êtes représentatif, je ne sais pas s'il faut prendre comme un compliment ou pas, mais ça correspond à Maël de l'IFOP. Pas tout à fait. Un petit décalage. Génération fort peu. On enchaîne sans perdre de temps. Donc, on va tout de suite évoquer les résultats de l'enquête tels que nous les avons obtenus de la part de l'échantillon que nous avons sondé. Le résultat qu'on a trouvé collectivement saisissant, c'était le contraste entre la réponse qui portait sur l'identification spontanée de chacun à un groupe et sur l'anticipation des conflits.
Ce qu'on voit, c'est que l'identification la plus puissante en apparence, c'est celle qui tient à la génération, suivie de très près par la situation socio-économique. La dernière des identifications revendiquées, c'est celle de l'appartenance religieuse. Inversement, quand on demande quel type de conflit on anticipe, le premier qui sort, c'est celui lié à la religion. Le dernier, c'est celui lié au territoire, et juste avant, celui des générations. Autrement dit, si on regarde les tendances globales, ce n'est pas ça ne marche plus de son, nous dit Isabelle. On continue. Bon, c'est peut-être simplement ça. Alors, désolé, c'est simplement une situation individuelle. On va essayer de continuer. Donc, ce ne sont pas les mêmes groupes qui sont d'un côté ceux auxquels on s'identifie et de l'autre ceux entre lesquels on attend une forme de conflit. Sous-entendu que le conflit vient, tel qu'on l'attend, vient plutôt des identifications qui ne sont pas les nôtres. Et si on prend le cas particulier de la jeunesse, qui était l'un de ceux qui nous intéressait le plus, il y a une subjectivation forte de soi-même comme jeune quand on est jeune. Il y a une subjectivation de l'ensemble des générations en fonction de la génération. Merci Bordeaux si ça marche. Et inversement, là où on ne s'identifie pas très fortement soi-même, on attend du conflit extérieur. On va peut-être accélérer un peu la manœuvre. Donc, la question c'était comment on explique un peu tout ça. Comment on explique quand il y a des écarts entre les perceptions et les faits, comment on les interprète. Alors, on l'a dit déjà tout à l'heure, notamment sur les questions de pauvreté, les statistiques telles qu'on les prend n'épuisent pas forcément les questions. De même, les questions liées à la perception ne sont pas toujours, n'épuisent pas non plus la façon dont les Français vivent et éprouvent les situations très concrètement. Il y a des interprétations courantes de ce pessimisme français, comme on dit parfois. Il y a le facteur culturel, les Français sont pessimistes, c'est leur tempérament, très bien. Il y a l'épuisement du modèle de croissance sur lequel reposait pendant de nombreuses décennies l'idée de progrès, qui reposait sur la possibilité de redistribuer les fruits d'une croissance présente et à venir, avec une inquiétude née de l'épuisement de cette croissance, de son ralentissement, qui fait craindre de façon compréhensible l'impossibilité de distribuer des fruits nouveaux et qui fait apparaître toute modification dans le dispositif institutionnel comme un jeu à somme nulle, induisant un risque de perte pour certains groupes sociaux. Pour dépasser en quelque sorte ces grilles d'analyse classiques, disons, le modèle culturel français et l'épuisement du modèle de croissance, qui ne permet pas de rendre compte de la spécificité de la situation française, puisqu'on n'est pas les seuls à avoir une croissance qui ralentit, on a construit une hypothèse assez simple, qui consistait à dire que le doute que les Français expriment sur nos capacités collectives à organiser notre vie, à vivre de façon unifiée et non marquée par des tensions, renvoie à un doute que nous éprouvons à l'égard de nos institutions, de ce qui fait que nous sommes en mesure, normalement, de vivre ensemble. Ce qu'on a appelé ici institution, c'est de façon assez classique, l'ensemble des pratiques, des règles, des organisations qui structurent les relations entre les personnes, les interactions économiques, les interactions sociales. Donc on va voir lesquelles on parle, mais des choses très simples comme l'entreprise, l'école, l'État régalien, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les institutions? C'est-à-dire qu'on attendrait de nous qu'elles nous protègent et nous mobilisent, organisent notre vie de façon satisfaisante, mais en fait, nous, les Français, nous nous sentons souvent ignorés, voire maltraités par ces institutions qu'on a essayé d'examiner les unes après les autres. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir en détail les petites images. Nous en avons analysé 6 qui nous paraissaient particulièrement cruciales dans cette analyse-là. Donc, on va commencer tout de suite par vous présenter un peu le diagnostic tel qu'on l'a construit sur ces institutions. Donc, d'abord, l'entreprise, on a parlé d'un passage de l'ère du compromis à l'ère de la défiance, puisqu'on peut considérer qu'à l'époque de la grande croissance de l'entreprise française, notamment à l'époque des 30 Glorieuses, il y avait un contrat implicite, même si le modèle était fortement critiqué, mais un contrat implicite entre l'employeur et l'employé qui consistait à assurer une forme de sécurité de l'emploi et du revenu en échange de la situation de subordination liée à l'emploi. L'accroissement de la précarité d'une part, l'accroissement du poids des actionnaires dans la gouvernance de l'entreprise, l'affaiblissement du syndicalisme, le développement de toute une série de modes de management liés à des objectifs chiffrés qu'on va retrouver dans d'autres administrations, dans d'autres institutions en tout cas un peu plus tard, l'affaiblissement du dialogue social, aboutissent finalement à une forme de distance terrible qui s'est creusée entre les Français et les entreprises, aux responsabilités multiples évidemment, mais qui fait que l'entreprise apparaît aujourd'hui comme une institution qui n'est plus investie de la même confiance que précédemment.
Même constat sur les services publics qui sont aujourd'hui en crise de légitimité, qui sont exposés à une contradiction entre l'attente des usagers qui veulent des services publics plus modernes, utilisant tous les avantages de la dématérialisation, et en même temps cette attente se conjugue à une attente de personnalisation et de contact avec les agents de service public, ce qui donc représente une injonction contradictoire pour les administrations, et qui tend à affaiblir la fonction d'intégration sociale historique du service public. Ces difficultés, elles se représentent avec plusieurs symptômes. Le non-recours des publics aux prestations qui sont les leurs en est un. Les violences dont les agents publics sont les cibles en sont un autre, sachant que ces violences augmentent, donc le détail est dans le rapport, mais de façon assez rapide et spectaculaire ces dernières années, que ce soit dans le domaine de la poste, des pompiers, de la police ou des personnels hospitaliers. Chacun de ces services publics est exposé à une crise de légitimité, des crispations et également une situation de tension entre les usagers et les agents publics. On enchaîne peut-être. Bon, l'école en France, c'est un peu l'institution par excellence, c'est-à-dire celle dont on parle des instituteurs. C'est l'institution dont on attend qu'elle soit le creuset de la nation et dont on considère aujourd'hui qu'elle est en grande partie en difficulté, notamment en difficulté à l'égard des promesses d'égalité qui structurent son rôle dans le cadre de la République française. On a publié un rapport il n'y a pas très longtemps à France Stratégie sur les missions de l'école et sur la façon dont les différents buts qu'on peut lui assigner sont aujourd'hui autant d'impératifs compliqués à articuler pour l'institution scolaire et pour ses acteurs. Donc l'école aujourd'hui, le diagnostic est connu, poids du déterminisme social, performance globale plutôt insatisfaisante, à laquelle contribue la ségrégation résidentielle qui s'impose à l'école, des stratégies individuelles des familles et des discriminations sur le marché du travail en aval qui peuvent décourager en partie l'investissement scolaire. Donc l'école est soumise à des pressions extrêmement fortes et dans ce cadre-là a de la difficulté à exercer ses missions. En matière de solidarité ou de modèle social, de modèle de redistribution, le doute également s'est installé. Les Français sont très attachés à leur modèle social, ils comptent beaucoup sur lui pour faire société. Et pour autant, ils doutent aujourd'hui et de plus en plus, et l'évolution est rapide, de son efficacité et de sa soutenabilité. Le fait qu'il y ait des réformes successives a contribué à brouiller un peu le sens, sa logique de fonctionnement et ses finalités de ce système de redistribution, et en particulier les prestations qui sont non contributives, c'est-à-dire celles qui ne s'appuient pas sur des cotisations, sont de plus en plus critiquées, cristallisent des ressentiments, et d'ailleurs des ressentiments davantage exprimés parmi les classes moyennes inférieures de la société. Tout cela sachant que le modèle social en France, c'est un tiers du PIB, un tiers de la richesse nationale, ce qui est beaucoup plus que la moyenne de l'OCDE qui se situe à 21%. Et que dans ce tiers de la moyenne nationale, un seul 1% du PIB porte sur ces revenus non contributifs dont je vous ai parlé et qui sont aujourd'hui l'objet des principales critiques. Très rapidement sur les questions de sécurité, on voit à différentes périodes de l'histoire récente une augmentation du sentiment d'insécurité qui n'est pas toujours corrélée à une augmentation des actes dont les Français sont victimes. On voit aussi de façon croissante et constante un haut degré de défiance entre les citoyens non policiers et les forces de l'ordre, défiance réciproque qui complique grandement le travail de la police, travail lui-même qui a été manifestement compliqué par, comme on disait sur l'entreprise tout à l'heure, l'émergence d'une logique massive du chiffre qui n'a pas facilité le rapprochement de la police et de la population. Voilà pourquoi nous avons parlé des institutions publiques de sécurité comme étant des institutions aujourd'hui en crise. Et enfin, les institutions politiques, les institutions au sens qu'on leur donne parfois, la représentation institutionnelle des citoyens est également en cause. On a parlé de fatigue démocratique, à la fois pour exprimer le lien des Français avec leur vote, la démobilisation électorale, et plus généralement la critique dont est l'objet la classe politique, que l'on reproche à la fois d'être impuissante et à qui on reproche son manque de probité. On leur reproche également d'être non représentatifs de la population, ce qui d'ailleurs est avéré, et on retrouve des chiffres sur ce sujet-là dans le rapport, ce qui nous a amené à nous intéresser aux nouvelles formes d'exercice de la démocratie qui pourraient rénover ces institutions. On accélère peut-être.
Donc tout ça, ce sont des constats, mais on s'est quand même posé un peu la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour arranger un peu les choses. Le point de départ était que l'ensemble de ce diagnostic forme un tout, et que si on essaye de traiter partie par partie, on va se heurter à une espèce de défiance un peu systémique à l'égard de l'ensemble des institutions, qui fait qu'on doute collectivement de la capacité de chacune des institutions à se réformer. Chaque institution, c'est ce qu'on a écrit là, souffre de ce que les autres structures sociales n'inspirent plus confiance. Et donc elle ne peut pas avoir l'idée de ne peut pas avoir confiance en fait qu'une institution tout seule va réussir à surmonter ses propres difficultés, puisqu'on l'a vu pour le cas de l'école tout à l'heure, ou pour celui de l'entreprise, ces difficultés sont imbriquées avec celles d'autres institutions. Et donc, cet affaiblissement généralisé suppose une réponse d'ensemble. C'est ça qu'on a essayé de penser en disant que ça ne pouvait pas se résumer à une collection de réformes partielles, paramétriques, un peu plus de ceci, un peu plus de cela, changer un dispositif, remettre un boulon, etc. Qui sont les réponses, disons, ordinaires. L'idée, c'est que ce dont il s'agissait ici, c'était notre pacte social, c'est-à-dire ce sur quoi nous nous mettons d'accord pour définir les règles dans lesquelles nous nous apprêtons à vivre. Et ça, c'est une question qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une question politique. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que c'est une question simplement de parti. Sur cette base-là, on a observé, sur la base de ces analyses-là, qu'il y avait une série de fausses pistes, de fausses bonnes idées qui apparaissaient comme des réponses spontanées qu'on pouvait apporter à ces difficultés, mais qui, chacune à sa manière, on n'aura pas le temps de développer ici, se heurtaient à des difficultés massives. Là, ce qu'on a appelé de façon un peu synthétique la stabilité technocratique, c'est-à-dire la volonté de répondre à ce que alors, un boulon, un dispositif, on modifie tel ou tel paramètre de telle politique, la dérive clientéliste, ce qu'on peut appeler de façon générale la tentation de répondre à chaque sollicitation d'un groupe, d'un collectif en donnant satisfaction, ce qui peut contribuer à dissoudre à moyen terme le lien social, ce qu'on a appelé l'impasse identitaire, c'est-à-dire la tentation de réunifier la société sur la base d'une définition de soi et donc d'une exclusion d'une partie de ceux qui participent à cette société-là, les sirènes de la croissance, c'est-à-dire espérer que revienne le temps où le gâteau s'accroissant, on pourra le distribuer à tout le monde, sachant que ça ne résout évidemment pas tous les problèmes. L'incantation des valeurs, est-ce qu'il suffit de dire, de répéter les valeurs de la République, dont on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui les Français ne supportent plus qu'on le fasse de façon sans rapport avec les actes parfois. Ce mirage-là produit de la désillusion et de la défiance, et l'illusion autoritaire qui consiste à dire qu'il suffirait d'un vrai chef pour faire fonctionner la société comme elle le doit, dont on montre que cela se heurte à des difficultés liées à la complexité de la société actuelle, à la volonté de participation d'un grand nombre de Français qui ne se satisferaient pas d'un schéma, disons, autoritaire. Pour y dépasser finalement ces fausses pistes, nous avons essayé d'explorer plusieurs pistes, puisqu'on n'avait pas vous donné une réponse unique. Alors, on va aller très vite parce qu'on voudrait avoir le temps de traiter vos questions qui sont aujourd'hui, en ce moment rassemblées par Flavio. Nous avons donc dessiné 3 pistes idéales typiques, donc forcément caricaturales, forcément l'objectif n'est pas de dire que la France doit choisir entre ces 3 pistes, mais doit avoir en tête ces 3 directions pour construire le débat utilement. Et donc rapidement, ces 3 pistes, la première de ces 3 pistes porte sur, on l'a intitulé assumer l'individualisme. Il s'agit de faire face et de répondre aux attentes des individus qui veulent que leur liberté et leur autonomie soient davantage respectées. Donc, qui consisterait à rendre les obligations du collectif plus légères et moins coûteuses pour que ce collectif et ses obligations soient mieux acceptées et plus efficaces. Oui, on va avancer. Deuxième piste, donc là on part aussi d'une aspiration qui se fait jour dans la société, reconstruire la solidarité sur les liens de proximité. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que c'est le niveau national qui est trop lourd, qu'il faudrait quelque chose de plus souple, de faire en sorte que les institutions qui régissent nos vies s'organisent à un niveau plus proche de la vie quotidienne, à niveau local, à niveau associatif, en faisant peser moins de poids sur l'État au niveau national, qui a aujourd'hui des difficultés à faire face à l'ensemble des attentes qu'on exprime à son égard. Et enfin, une troisième piste qu'on a intitulée « Refonder l'idéal républicain » qui consiste à rétablir un droit commun à tous et donc à éviter les politiques de zonage spécifiques, toutes les politiques spécifiques
pour que le service public soit offert de manière uniformisée sur le territoire. L'idée était de lancer un débat très large dans la société, qui ne nous appartient pas, évidemment pas de conclure, ni même de déterminer dans la façon dont il se conduit, mais de lancer des pistes que différents acteurs sociaux, politiques, institutionnels, médiatiques peuvent s'approprier pour le faire circuler dans la société. Là, comme on est dans un temps contraint, on a une manière de faire un peu plus binaire, ou en l'occurrence ternaire, puisqu'on va vous proposer d'exprimer une forme de préférence, d'orientation, de goût, de choix entre ces modèles qui non seulement sont extrêmement idéatypiques, mais qu'en plus on vous a présenté en un temps extrêmement bref. Et donc, voici ce qu'on vous propose. On a formulé la question de la façon suivante. Est-ce qu'on l'affiche donc, très... voilà, je ne vois pas la question en fait. Comment la formuler exactement? C'est quelque chose... Quelle orientation souhaiteriez-vous donner à notre pacte social? Ah, c'est intéressant. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir l'afficher. En fait, il faut qu'on fasse... Ah, ça, c'est fini, j'ai l'impression. Il est marqué close. Donc, on a reopen. Très intéressant de voir à quel point, effectivement, la première option obtient très peu de suffrages, avec seulement une personne, donc 4%, qui se sont exprimés en sa faveur. Une majorité absolue, du coup, qui se dégage en faveur provisoirement de la seconde option, celle qu'on pourrait appeler de subsidiarité, c'est-à-dire où on considère que c'est l'échelon pour lequel l'action est la plus légère et la plus facile qui doit prendre en charge une politique publique, et l'option, disons, la plus, comment l'appeler, la plus uniforme, hein, qui est celle de la refondation de l'idéal républicain, obtient un nombre non négligeable, mais minoritaire à ce stade, de suffrages. On n'en tire évidemment pas de conclusion, mais c'est intéressant de voir, peut-être aussi à la façon dont on l'a présenté, de façon un peu raccourcie, mais de voir ces écarts. Donc, nous avons récolté un certain nombre de questions, alors que Flavio a trié. On va sans doute pas pouvoir répondre à absolument tout. On peut continuer évidemment à échanger après. Comment s'y prend-on chacun? Allez, on va pouvoir, c'est pertinent à chaque fois. Hein. Donc, Jean-Frédéric nous demande quelle est la place des médias dans tout cela. C'est à creuser, hein, c'est à creuser parce qu'on a parlé à un moment du cadrage des médiatiques des questions dans le rapport, on n'a pas le temps de le développer ici, mais sans avoir fait l'analyse détaillée sur un épisode ou sur une question de la façon dont les médias et les médias sociaux et les réseaux sociaux, hein, il faudrait élargir cette question. Évidemment, les médias institutionnels ne sont plus les seuls cadreurs du débat, mais ça peut tout à fait faire l'objet d'une étude ultérieure qu'on pourrait mener avec d'autres. Alors Jean vous a posé la question, faites-vous une place aux grandes associations dans ces organisations structurantes? Donc je pense que c'était lorsqu'on a présenté les différentes institutions. Alors c'est vrai qu'on aurait pu isoler l'engagement associatif comme étant un des lieux de construction sociale, de construction de lien social, donc de renforcement de la société. En fait on l'a retrouvé quand même dans les services publics parce qu'on a travaillé sur le lien social, en particulier dans les quartiers, en s'appuyant sur les associations qui sont soutenues par les pouvoirs publics pour y travailler, mais vous avez raison, ça fait partie des réponses et ça fait partie des pistes à mettre en avant quand il s'agit de renforcer la cohésion sociale sur le territoire. Alors, ensuite, comment peut-on expliquer le paradoxe du dénigrement des élus, politiques et syndicaux et de la passivité des citoyens? C'est un peu ce qu'on a essayé d'analyser avec l'individualisme finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les élus sont considérés comme impuissants et de mauvaise volonté parfois que les citoyens considèrent qu'il leur revient à eux de prendre en charge le destin collectif. C'est ce qu'on voit avec l'écart entre l'optimisme pour soi-même et le pessimisme pour la société. C'est l'idée finalement, et ça c'est le triomphe de l'individualisme. Et c'est en ce sens-là, j'ai vu une question là-dessus, qui a pu nous surprendre un peu dans le faible score de la réponse à celui de l'individualisme, c'est que cet individualisme-là, il est dans les pratiques et dans les conceptions finalement très fort aujourd'hui. Quand on regarde ce sondage où un nombre considérable de gens se disent optimistes pour eux-mêmes et pessimistes pour l'avenir de la société dans son ensemble, c'est supposer effectivement que le salut de l'individu peut se faire malgré le destin moins favorable du collectif. Et donc c'est qu'il y a une forme d'individualisme au moins dans les conceptions. La question est de savoir dans quelle mesure on l'assume, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça, c'est pas du tout dire qu'on l'appelle le neveu, mais simplement on appelle à une mise un peu en cohérence
de ce que l'on pense, de ce que l'on veut et de ce que l'on fait. C'est un peu ce qui a été la question. Oui, et donc c'est pour ça que les citoyens ne prennent pas toujours la place des élus, c'est parce qu'ils ont une conception individualiste de leur vie. La liberté des modernes est passée par là. Donc Klaus a posé la question de la séparation des pouvoirs, dans quelle mesure est-elle respectée en France. Moi, je dirais qu'un des enjeux est effectivement de s'assurer que les élus exercent les missions pour lesquelles ils ont été élus. Est-ce qu'elle est respectée? Il appartient sans doute pas à nous de faire une analyse constitutionnelle du sujet, mais c'est pourtant bien le sujet de se pencher sur la responsabilité des représentants des citoyens dans leur capacité à exercer les missions pour lesquelles ils ont été élus et la lisibilité de ce lien entre le vote et les actions menées au nom des citoyens. C'est une spécificité française dans ces diagnostics. Oui, on n'a pas eu le temps de rentrer en détail là-dessus. Toute la première partie du rapport consiste à mettre souvent en regard la situation française, les perceptions françaises et les réalités françaises en comparaison avec ce qu'on voit dans d'autres pays, et on isole sur un certain nombre de cas une spécificité française ou un caractère plus accentué d'un certain nombre de problèmes en France. On ne l'a pas toujours montré, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de souligner quand on le pouvait. Alors Anne a demandé si le levier intergénérationnel est une vraie piste. Alors je ne sais pas exactement à quel moment de notre propos ça s'appuyait. Ce qui est réel en matière de lien intergénérationnel, c'est que les solidarités intergénérationnelles existent. Elles ont été mesurées, on le souligne dans le rapport, mais elles sont aussi un facteur d'aggravation des inégalités puisqu'elles se reproduisent. Concrètement, les familles aisées soutiennent leurs enfants davantage que les familles moins aisées, évidemment. Donc la solidarité intergénérationnelle est un objectif de cohésion sociale, bien sûr, mais c'est un objectif qui contribue à la reproduction des inégalités sociales. Alors, vous nous avez demandé, quand on a posé un peu les différentes pistes, s'il y en avait une qui était avec moins d'égalité ou plus de fraternité. Je pense que vous parliez de la deuxième. La conception qu'on avait un peu, en tout cas que j'avais, on n'était pas forcément totalement d'accord sur l'analyse des propositions qu'on faisait, mais c'était que finalement, chacune de ces trois pistes n'était pas l'une l'égalité, l'autre la liberté, l'autre la fraternité, mais était trois manières finalement d'articuler entre elles les idées de liberté qui n'ont pas le même sens dans le cadre de l'individualisme ou de la conception, disons, républicaine, de l'égalité et de la fraternité, chacune étant une articulation possible de ces trois idées. Donc on a essayé vraiment, et c'est une manière de jouer le jeu, disons, des trois options d'égale valeur, quoi qu'on puisse penser individuellement de chacune des trois options auxquelles on donne la même chance, c'était qu'aucune des trois n'avait à renier l'une des valeurs de la République, mais devait chacune les articuler de façon originale, en quelque sorte. Comment assurer l'égalité réelle sur tous les territoires, posait Elisabeth. Donc ça c'est une politique en soi qui est compliquée. Ce qui est vrai, c'est que notre modèle social y contribue puisque les revenus de répartition contribuent à aider les régions qui sont aujourd'hui peuplées par des âgés essentiellement, et donc les revenus, les retraites contribuent à distribuer les revenus des lieux de richesse ou des lieux où la croissance fonctionne vers les lieux où la croissance est moins présente. Donc c'est évidemment une politique en soi. Je ne sais pas si à ce stade de notre avancée, on devrait peut-être vous encourager à reproduire vos questions dans les mails. Voilà. Nos contacts vous seront envoyés à chacun des participants à ce webinaire, et n'hésitez pas à nous écrire pour davantage de... vous l'avez sur le flux. Donc Gilles Bonmaurice, c'est moi, et Daniel, c'est lui. Et il y a certaines questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, mais pour rapidement revenir sur ces pistes, elles ne correspondent pas directement à des orientations politiques aujourd'hui, me semble-t-il, parfaitement représentées dans le paysage, et c'est pour ça aussi qu'on a pu se permettre de les investiguer, c'est parce qu'elles ne correspondent pas terme à terme avec tel parti ou même telle personnalité. Il me semble qu'aucune des trois ne puisse se résumer à cela. Juste si on a une petite dernière. Oui, mutation démographique, révolution numérique. On peut dire que ce sont des questions qui sont traitées dans d'autres travaux de France Stratégie, ça c'est important. On a aussi choisi de traiter ici ce que forcément le reste de l'institution ne traitait pas ailleurs. On a des publications récentes
sur les rapports intergénérationnels et donc les transitions démographiques et les enjeux économiques et sociaux que ces limitations portent avec elles, et du numérique, sur lesquels on étudie l'ensemble des changements que ça induit dans la société, notamment sur le plan économique, mais pas uniquement aussi sur le plan de la représentation politique, et de l'organisation de notre société de façon générale. Pour reconstruire le lien, ne faut-il pas adapter les variantes modernes de la définition de solidarité? Oui, c'est un peu la question, c'est un peu les variations entre les trois pistes, hein, finalement. C'est un peu ça dont il s'agit avec nos pistes. Ce sont des interprétations différentes de ces idées de solidarité, d'égalité, de liberté, de fraternité. On va conclure cette conférence. Donc, notre équipe et nos collègues, merci Flavio, vous enverra le PowerPoint et l'adresse pour avoir le replay de cet exposé. Merci à vous pour votre attention. D'autres conférences de ce type sont d'ores et déjà programmées par France Stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de France Stratégie. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions dans le temps qui nous était imparti. Donc, on va reprendre une activité normale. Au revoir. Au revoir.